Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'optimisation des coûts machine learning avec AWS et Olexia. On va attendre encore 1 ou 2 minutes pour laisser un peu de temps aux participants de se connecter. Donc voilà, on va rester un peu 2 minutes. Ok, je sais pas. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire sur l'optimisation des coûts avec AWS et notre partenaire Alexa. Donc durant ce webinaire, on va essayer d'étudier et de regarder quels sont les différents moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir optimiser vos coûts de machine learning. On a la chance d'avoir Alexa qui sera notre invité et qui parlera à la fin de ce webinaire dans une vingtaine de minutes et qui présentera un cas d'utilisation. Enfin, nous garderons une quinzaine de minutes ou une dizaine de minutes à la fin pour faire des Q&A et pour répondre à vos questions. D'ici là, si vous avez des questions, vous avez dans l'outil un chat sur la droite où vous pouvez poser des questions et Jean, moi ou nos amis d'Alexa pour répondre aux questions pendant le webinaire. Voilà. Donc, je me présente, je suis Gontran Filet, je suis Business Development Manager sur le Machine Learning et l'intelligence artificielle chez AWS. Et aujourd'hui, côté AWS, je vais présenter avec Jean. Jean, je te laisse la main pour te présenter. Oui, bonjour, donc Jean Latière, je suis go-to-market spécialiste, donc un nom un petit peu fancy chez AWS pour dire Business Development Manager, sur la partie EC2, Spot, les nouvelles instances Graviton 2 aussi. Merci. Donc, je vais commencer. Donc, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Voilà. Donc, avant de commencer, on va parler dans ce webinaire de l'optimisation coût. Ce dont on ne va pas parler, ce sont tous les outils qui sont à votre disposition chez AWS pour vous permettre de maîtriser vos coûts, que ce soit AWS Budget, Cost Explorer, Cost Allocation Tags, etc. Tous ces outils-là, il y a énormément de documentation et de vidéos qui existent et de training. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous envoyer un message dans le chat et on vous enverra sur des bons sujets, sur les bons liens. Deuxième point, on va couvrir ici essentiellement tous les sujets, tous les outils qui vous permettent d'optimiser vos coûts qui sont dans l'univers AWS. On ne va pas sortir de l'univers AWS parce que là, ça ouvrirait beaucoup d'autres sujets. Enfin, lorsqu'on regarde un coût d'un projet ML, on va essayer de regarder pas seulement son run rate, c'est-à-dire la dépense en dollars que vous allez faire tous les mois. On va essayer d'avoir une vision plutôt holistique, hein, c'est-à-dire sur tout le TCO du développement d'un projet de ML. Voilà. Donc, commençons. Première chose, où en sommes-nous aujourd'hui? Hop, pardon, je vais aller trop vite. Dans le machine learning. Alors, aujourd'hui, finalement, Gartner prédit que d'ici à la fin 2024, on aura 75% des organisations, des entreprises qui passeront d'un pilotage opérationnel de l'IA à un pilotage plutôt d'un pilotage plutôt de POC vers un pilotage plutôt de opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, on a seulement finalement que 53% des entreprises, 53% des POC qui passent en production, ce qui est peu et ce qui prend en moyenne 9 mois. Donc aujourd'hui, la durée moyenne d'un projet de ML entre l'idéation et la mise en prod, c'est environ 9 mois.
Par contre, au cours de la dernière décennie, si les organisations sont d'abord concentrées sur la partie POC, aujourd'hui, véritablement, ce qu'on voit parmi tous nos clients, c'est la volonté de commencer à faire conjuguer la partie, on va dire, expérimentation et la partie opérationnalisation. Et ça a un vrai impact sur les coûts, car aujourd'hui, finalement, le vrai sujet pour la maîtrise des coûts est plus sur la construction de cet environnement qui va permettre d'opérationnaliser le machine learning, plus que sur finalement le choix de mes algorithmes et la labellisation de mes données. Donc si on continue finalement, quels sont, selon ce qu'on voit, hein, les principaux triggers de développement du coup du machine learning? Aujourd'hui, on en a un petit peu alors il y en a beaucoup, hein, mais on a délimité 4. Le premier, c'est finalement les salaires pour les scientifiques, pour les data scientists, hein. Ceux qui développent les modèles, utilisent les modèles existants pour des problèmes à résoudre, mais aussi les ingénieurs de machine learning qui vont créer et maintenir l'infrastructure pour préparer les données. Finalement, c'est un des coûts, c'est un coût important, c'est un coût qui est récurrent et c'est un coût qui peut être optimisé si on permet finalement si on joue sur finalement le trigger numéro 2, qui est la vélocité de la R&D. Aujourd'hui, le délai de la mise sur le marché est assez long, hein, ce qu'on disait, on se retrouve autour de 9 mois, 10 mois, et plus le projet, donc, très logiquement, va être achevé rapidement, plus le retour sur investissement sera élevé et rapide. Étant donné que le développement machine learning est un processus très itératif, plus nous pouvons itérer rapidement, plus nous passerons rapidement à la production. C'est pour cela qu'il il y a besoin de technologies qui vous permettent, un, d'itérer rapidement et deux, de valider rapidement un projet pour le mettre en production. Ensuite, les autres coûts, l'autre gros coût, c'est plutôt ce qu'on appelait la data préparation, le labeling, mais aussi tout ce qui est autour du, voilà, la data prep. Donc, pour des modèles de ML supervisés, surtout quand on va parler de computer vision, on peut avoir besoin de centaines, voire de milliers, même plus que des milliers d'ailleurs, d'articles labellisés. Ça demande du temps, et du temps, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'argent, et donc ça va prendre aussi un important coût. Et enfin, le dernier coût, celui auquel on pense tous et sur lequel on va se focuser avec Jean tout à l'heure, c'est le coût du compute, le coût des inférences, le coût du training. Voilà. Donc maintenant, commençons déjà par les deux premiers coûts, qui sont plutôt qui sont très liés l'un à l'autre, hein, c'est-à-dire les salaires et le time to market. Juste deux, trois éléments de contexte là-dessus. Selon une étude d'Algorithma, hein, on a environ 55% des entreprises qui font du machine learning, donc qui sont engagés dans le machine learning, qui n'ont jamais déployé un modèle en production. Et celles qui ont déployé un modèle en production l'ont fait il y en a 15% qui l'ont fait en moins d'une semaine. La plupart des compagnies vont mettre plus de 3 mois et le reste va mettre plus d'1 an. Donc on est sur des temps de déploiement très longs de machine learning, ce qui bien sûr impacte ce qu'on disait, le coût. La deuxième chose aussi, qu'on s'en dit, ben, on va accélérer tout ça, c'est qu'il ne suffit pas juste d'accélérer le workload, le temps on va dire le workload ML, hein, la production du code. Il faut en fait créer la partie code et finalement qu'une toute petite partie de toutes les tâches qui sont nécessaires pour déployer un modèle de machine learning en production. Et donc, il faut créer un environnement qui permette finalement de lier toutes ces boîtes, la configuration, la collection des datas, les infrastructures, permettre de gérer toutes ces boîtes pour fluidifier le travail et accélérer ces tâches-là. Et donc, c'est pour cela que finalement, on va, on s'est concentré chez AWS pour essayer de concentrer un ensemble d'outils et créer des raccourcis qui vont vous permettre d'aller plus vite dans votre opérationnalisation et dans votre mise en production du machine learning. Donc, comme vous le savez, à AWS, on va vraiment travailler sur des outils qui sont vraiment ouverts, le plus ouverts possible pour vous permettre de travailler. Et surtout, on va vous donner le choix entre différents outils. C'est pour ça que quand on regarde la stack de machine learning d'AWS aujourd'hui, on se dit, oula, il y a beaucoup de choses, ça a l'air bien compliqué. En fait, c'est parce qu'on aime offrir le choix à nos clients, on aime leur donner la possibilité de pick and choose le bon service qui leur correspond. Ainsi, si vous faites du machine learning, si vous êtes plutôt dans une équipe de data science ou vous faites de la data science,
L'outil qui va vous intéresser de prime abord, ce sera plutôt SageMaker, cette couche intermédiaire. C'est là que ce sont finalement un ensemble d'outils qui vont vous permettre de moderniser de moderniser votre façon de travailler la data science. En fait, Amazon SageMaker est un ensemble de microservices qui va offrir à chaque développeur et data scientist la possibilité de créer, de former et de déployer des modèles de machine learning à grande échelle, avec une expérience de machine learning qui va être entièrement gérée. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, simplement, c'est que tous les microservices que vous avez dans SageMaker, que ce soit pour l'agrégation de la donnée, vos pipelines, les parties AutoML, la visualisation, les débuggers ou même les outils de labellisation, tous ces outils-là sont juste là pour vous aider à accélérer, à aller plus vite dans vos tâches et surtout ne pas que vous passiez pas beaucoup de temps sur des sujets comme l'infrastructure, comme le choix de l'ETL, etc. Donc ça, c'est le premier shortcut, c'est déjà d'utiliser finalement une plateforme intégrée de développement de machine learning. Deuxième shortcut, et ça on le voit assez régulièrement, ce sont les services d'IA, ce que vous avez juste au-dessus. Donc ces services d'IA que vous avez ici, quel est l'intérêt? Et donc en fait, ce sont des modèles qui sont pré-entraînés par AWS et qui sont très faciles à utiliser parce que vous avez juste à appeler un API REST et ils vont couvrir des sujets comme la vision, la parole, le texte. Ils sont en plus en mode de paiement à l'utilisation, donc ils vont garantir en fait que vos dépenses sont littéralement liées à vos revenus. Donc vous n'avez pas besoin d'expérience de ML requise. Et l'intérêt de ces services-là, finalement, c'est que imaginez que vous êtes une entreprise du domaine de la finance et vous êtes spécialisé sur des modèles plutôt de scoring, vous n'avez aucune expérience au computer vision, donc plutôt que d'aller chercher, d'essayer de développer un propre modèle en computer vision, vous vous dites, vous pouvez utiliser des modèles qui sont pré-entraînés, qui vont vous permettre d'accélérer énormément, comme par exemple Recognition ici. Si on continue, finalement, ça c'est un autre exemple de service d'IA. Là, on est plutôt sur la détection de défauts, sur les cercles de production, qui sont aussi un service qui s'appelle Lookout for Vision, qui permet de détecter des défauts sur une chaîne de production. Donc, si jamais les modèles ne sont pas présents dans les services d'IA, vous pouvez aussi, pour gagner du temps toujours, aller jeter un œil sur la marketplace d'algorithmes d'AWS. Aujourd'hui, il y a 430 modèles, un peu plus ou un peu plus, qui sont disponibles. C'est des modèles qui sont payants, bien sûr, qui sont développés par des tiers, par des entreprises, par des partenaires, et qui sont mis à disposition de tous les clients sur la marketplace. Ça aussi, c'est un moyen d'accélérer et d'avancer plus vite. Dernier moyen qui permet d'avancer plus vite, donc si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans les services d'IA, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur la marketplace, vous avez aussi, qui sont disponibles dans SageMaker, tous les built-in, ce qu'on appelle les built-in algorithms, qui sont la plupart des modèles connus, open source pour la plupart, mais qu'on a retravaillé chez AWS pour les optimiser en termes de consommation d'infrastructure et de consommation d'entraînement, et aussi en termes de scalabilité. Vous pouvez gérer par exemple des datasets de l'ordre du pétaoctet avec ces modèles qui sont pré-entraînés. Donc ça aussi, pareil, les built-in algorithms, c'est un autre moyen d'accélérer. Donc maintenant, je continue. Donc si on continue et on avance maintenant sur la deuxième partie, on va se concentrer maintenant sur comment est-ce que vous pouvez optimiser vos coûts sur les triggers 3 et 4, c'est-à-dire la préparation de la data et ensuite la partie compute. Donc je continue. Sur la préparation de la data, en fait, c'est ce qu'on a essayé de remettre ici, en fait, c'est un petit peu quel est finalement le life cycle du machine learning. Tout commence dans le machine learning par un business problem. C'est l'énonciation d'un business problem. Par exemple, comment pouvons-nous fournir des produits financiers à faible risque à des prix plus compétitifs pour nos clients? Voilà un business problem. Donc, et le cycle de vie du machine learning va commencer par là. Ensuite, on va rentrer dans la phase qu'on appelle la phase de recherche, où là, on va essayer de toute cette partie finalement ici, là, où on va essayer de déterminer quelle est la meilleure solution pour résoudre le problème. On va étudier les données sources, on va labelliser les données, on va l'intégrer, ensuite on va commencer à entraîner un modèle, on va modifier sa paramètre, etc. Toute cette partie-là qu'on appelle l'expérimentation, c'est évidemment lorsque les scientifiques des données vont examiner les données, les statistiques et créer des fonctionnalités et des modèles pour établir une bonne base de référence et l'améliorer de manière itérative. Donc, comment est-ce qu'on fait pour optimiser les coûts ici? La première chose, déjà, c'est que vous pouvez
et vous pouvez optimiser vos coûts sur la partie labeling. Si vous faites un choix et vous travaillez finalement sur du modèle supervisé, vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup de data à labelliser. Avec ça, vous pouvez utiliser Ground Truth qui va vous offrir un framework et une workforce, hein, c'est des gens pour travailler, pour vous permettre d'optimiser cette labellisation, de l'accélérer et d'en réduire les coûts. Framework, en fait, si on parle de framework, c'est parce qu'en fait, c'est Ground Truth, c'est une interface web avec des outils où vous pouvez facilement labelliser et créer un workflow de labellisation de données. Deuxième chose aussi qui peut être intéressante pour vous, vous pouvez additionner à Grand Truth une workforce, c'est-à-dire que à travers Mechanical Turk, vous avez plus de 500 000 travailleurs indépendants que vous pouvez sous-contracter pour pouvoir faire cette tâche de labellisation. Une autre manière aussi d'optimiser vos coûts, c'est de travailler sur le pré-processing. Aujourd'hui, ce qu'on disait aussi récemment, c'est que les data scientists vont passer plus de 80% de leur temps à collecter et à organiser leurs données. Donc, pour un petit peu optimiser cette partie-là, vous pouvez travailler avec des outils d'AWS assez connus comme Athena ou EMR qui vont vous permettre finalement déjà d'optimiser votre outillage. Aussi, il y a des petits tips aussi à connaître. C'est par exemple d'utiliser le même code de pré-traitement pour l'inférence en batch et en ligne. Vous éviterez ainsi des bugs monstres. Aussi, par exemple, c'est d'utiliser un framework de batch qui soit bien adapté à votre travail. Par exemple, si vous avez une transformation qui est écrite dans un scikit-learn, trouvez un framework qui peut les exécuter sans changement d'échelle. Ça aussi, ça va vous permettre de gagner du temps et de gagner des coûts et de ne pas perdre du temps sur les bugs. Troisième point aussi, nous, ce qu'on conseille à nos clients d'utiliser quand il s'agit d'expérimentation, on va leur conseiller d'utiliser SageMaker Studio. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez la possibilité de créer plusieurs kernels, mais surtout, c'est une interface graphique qui va vous permettre de visualiser toute l'expérimentation qui sont en cours, les éteindre, les allumer, et pouvoir de maîtriser comme ça, finalement, à l'échelle de votre équipe ou de votre entreprise, finalement, tout finalement les projets qui sont en cours et qu'est-ce qui est bon à arrêter, qu'est-ce qui est bon à recommencer. C'est vraiment un outil très efficace pour gérer l'expérimentation. Voilà. Donc, une fois que vous avez expérimenté, que vos data scientists ont revu la donnée, les statistiques, maintenant, il va s'agir d'établir une baseline pour continuer à travailler de manière plus itérative, où là, on va entrer dans le sujet du training et dans le sujet, finalement, des coûts de compute qui sont un coût très important dans le machine learning. Donc, je vais laisser la main à Thierry, qui va nous parler de Spot, qui est un bon moyen d'optimiser les coûts. Jean, je te laisse la main. On t'entend pas, Jean? Ouais, C'est bon, salut. c'est bon. Salut, t'es Petit là. problème Super. de network et je suis revenu dans- Alors, on t'entend pas très bien, Jean. Ouais, je vois que tu as des problèmes de réseau. On te laisse encore une seconde ou deux. et Ouais, ça va toujours pas, j'ai l'impression. Alors, ce que je vous propose, pendant que Jean résout son problème de réseau, Jean, je te laisserai me recouper dès que ça ira mieux. Je vais passer à la partie suivante et on reviendra sur sur cette partie qui est plutôt sur le training, sur comment on optimise avec Spot Training, juste après. OK? Donc, si on continue, je vais avancer. Donc, on va dire que tout s'est super bien passé avec les outils Spot Training de Jean. Et donc, vous avez un outil, après un travail acharné, vous avez un outil qui vous permet, vous avez un modèle qui tourne et maintenant vous voulez le passer en prod. Alors, vous n'avez pas fini finalement de découvrir des coûts dans ce cas-là. Parce que finalement, ça, c'est un exemple, mais qu'on voit assez régulièrement. Finalement, l'inférence, hein, donc le moment où vous allez finalement mettre votre outil de machine learning en prod, il peut représenter jusqu'à 90% des coûts du machine learning et le training 10%. Ça, c'est véritablement vrai
quand on fait de l'inférence en temps réel. Parce que pour le batch, finalement, vous allez pouvoir réduire beaucoup cette partie coût. Mais c'est très important de garder ça en tête, c'est qu'une fois que vous avez fait tout votre entraînement, etc., il vous reste encore une partie des coûts à prendre en compte, qui est ces coûts d'inférence. L'intérêt de ces coûts-là, c'est qu'une fois que votre modèle en prod, ça veut dire qu'il rapporte de l'argent, il a un ROI, et donc vous pouvez véritablement mesurer votre coût d'inférence versus versus les revenus qu'il génère. Donc, pour optimiser ces coûts d'inférence, le premier point, c'est bien sûr, si votre modèle le permet, d'utiliser de l'inférence batch. Vous allez pouvoir, en faisant du batch, vous allez pouvoir finalement grouper des modèles, les processer, faire tout ce qui est nécessaire, qui va vous permettre finalement de faire ces traitements, pas forcément, donc pas du tout en temps réel, mais si possible aussi avec des instances spot qui vont permettre aussi d'économiser des coûts. Vous avez toute une multitude de services autour de batch inference grâce à SageMaker qui vont vous permettre finalement d'optimiser ce travail de batch transform, les processing jobs. Ce dont on n'a pas parlé aussi, hein, c'est que, mais on pourra en parler à un autre moment si vous le souhaitez, vous pouvez très bien aussi organiser vos travaux d'inférence, les orchestrer avec des orchestrateurs d'AWS quand ça fonctionne, mais on a aussi des connecteurs avec Airflow ou avec Kubeflow. Donc, si vous êtes plutôt des utilisateurs d'orchestrateurs à l'extérieur, vous pouvez très bien utiliser ces orchestrateurs et les utiliser aussi en concordance avec SageMaker pour faire vos inférences en batch. Deuxième point sur la partie batch, sur la partie inférence, pardon. Si maintenant vous êtes finalement obligé de passer sur plutôt de l'inférence en temps réel, réduisez vos coûts grâce à l'inférence aux inférences élastiques. Choisissez bien aussi votre bonne inférence compute. Donc, il y a plein de possibilités de CPU, de GPU, et les prix varient du simple à x10 ou x20 entre si vous prenez une petite CPU ou si vous prenez une grosse GPU en quelque sorte. Donc ça, c'est extrêmement important. Choisissez bien votre machine. Deuxième point, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Inferentia. Inferentia, c'est des puces qui ont été développées par AWS qui permettent aussi de réduire les coûts. Ils ont des faibles latences et des gros débits. Donc, par exemple, si vous avez des modèles de type BERT ou des type YOLO, Inferentia sera parfaitement adapté à vos besoins. Voilà sur cette partie à peu près sur cette partie inférence. Je ne sais pas si tu as retrouvé du réseau, Jean, ou sinon on passe Là, la j'ai main du directement à l'Opsia. son, je sais Ouais, pas si tu m'entends. on Ok. t'entend bien. Super. Ouais, Donc, ben écoute, on peut essayer de le refaire. ouais, Je sais pas à quel moment vous m'avez perdu, je pense très vite. En fait, ouais, c'était au tout début. j'étais en train d'expliquer ces deux spots, ce que c'est. Donc, c'est la capacité de calcul du cloud AWS qui n'est pas utilisé et qui est donc disponible et offerte à prix discounté. Et si vous vous demandez en fait quelle est cette capacité de calcul, simplement parce que le cloud AWS a été monté en fait pour accommoder le pic de la demande. Ça pour assurer un niveau de service égal, hein, quelle que soit la demande. Donc, ça veut dire qu'on a des capacités de calcul en général disponibles parce qu'on n'est pas au pic de la demande en général. On est loin du pic. Donc, on a les capacités de calcul disponibles. Et dès 2008, on a monté un service qui s'appelle EC2 Spot et qui propose ses ressources de compute à prix discounté. Pour que le discount, c'est parce que Spot, c'est pas prioritaire. Donc, les instances Spot, elles peuvent être préemptées en cas de hausse de demande, de pic de demande, et donc elles peuvent être interrompues. Ceci dit, le taux d'interruption est relativement faible, puisque moins de 5% des instances spot ont été interrompues au cours des 3 derniers mois. Ça, c'est parce qu'on commence à avoir pas mal de disponibilité, de capacité sur le cloud AWS et donc de capacité spot. Et en fait, le training des data models, training des algos, c'est le type de workload qui vraiment peut s'accommoder des interruptions et peut vraiment être parfaitement fit pour du spot. Et donc, on peut profiter jusqu'à 90% en fait de discount sur le compute, sur les instances pour le training des algos. Ça, c'est parfait si on a une certaine flexibilité. Donc, ça veut dire qu'on est capable de rejouer le job s'il est interrompu.
rejoué entièrement ou parce qu'on aurait mis du checkpointing, on aurait introduit du checkpointing. Donc ça a bien été intégré dans SageMaker. Aujourd'hui on a 6 algorithmes avec du checkpointing, notamment ceux de reinforcement learning et aussi par exemple ceux de computer vision dont on va parler un petit peu plus loin avec Olexia. Et les checkpoints, ils sont sauvegardés dans S3. Aussi avec les datas de training et les résultats. Tout ça est dans S3 et le job peut être repris de façon automatique après interruption, sachant que SageMaker en fait assure lui-même la gestion du provisioning des instances spot. Donc c'est pas trop complexe en fait, vous allez voir à gérer de votre côté. Et les métriques de training, là c'est SageMaker qui les pousse en fait dans CloudWatch, donc elles sont visibles. Ça permet en fait derrière le monitoring et le tuning des performances de l'algorithme. Si on peut passer sur l'autre slide. Donc, vraiment les key considerations qu'il y a à prendre en compte. Un petit warning, c'est-à-dire que là, vous voyez le troisième point dans Training Only with Spot, c'est qu'on ne peut pas diversifier sur plusieurs zones de disponibilité et plusieurs types d'instances. Et ce qui est en général la façon en fait dont on provisionne du compute avec EC2 Spot, c'est qu'on diversifie au maximum les AZ, les types d'instances pour tirer parti du meilleur prix et de la meilleure capacité. Néanmoins, comme je vous disais, on a des taux d'interruption qui sont relativement réduits. Et en plus, si on utilise du checkpointing, donc le checkpointing soit nativement dans les algos SageMaker, soit en le mettant en œuvre dans vos modèles custom et en sauvant les checkpoints dans S3. En fait, si vous introduisez cette flexibilité, vous allez pouvoir en fait bien gérer ces interruptions. Un point intéressant dans le pricing qui a relevé, c'est que vous ne payez que ce que vous utilisez. Là, on est vraiment dans la philosophie d'AWS. Donc, vous utilisez que ce que vous consommez. Le temps d'attente, par exemple, de disposition d'une instance spot, si jamais il y avait un temps d'attente, il n'est pas facturé. Seul le temps d'exécution, il est facturé. Et s'il y a plusieurs interruptions, le data download, il est facturé qu'une seule fois. Donc, vraiment facilité là-dessus, le rendre le plus transparent possible et le meilleur marché. Next slide. Un petit arbre de décision en fait sur la façon dont ça fonctionne, mais vous voyez que c'est vraiment très simple. C'est aussi simple d'ailleurs que activer en fait le spot training. Je vous ai mis une petite capture d'écran en haut à droite. C'est aussi simple que de cocher la case et de dire bon ben voilà, je peux faire mon training d'algo sur spot. Et on a aussi un petit paramètre pour dire le temps d'attente maximum pour en fait soit attendre la disponibilité d'une instance spot, soit la relance du job. Bon, le temps maximum 60 minutes. Donc, vous voyez, en fait, l'arbre de décision, il est très simple, en fait. Il irait tout droit jusqu'à complete job s'il n'y a pas de spot interruption, ce qui, en général, est quelque chose qui arrive généralement. S'il y a une interruption, on attend pour qu'il y ait de la capacité spot. S'il n'y a pas de capacité spot au bout de 60 minutes, ce qui risque pas d'arriver, en fait, là, on termine. S'il y a de la capacité, est-ce qu'il y a checkpoint ou pas? S'il y a checkpoint, on va reprendre le job au niveau du checkpoint qui aura été sauvé dans S3. Donc, s'il n'y a pas de checkpoint, parce que peut-être aussi il y en avait tout simplement pas besoin, on restart le job depuis le début sur du spot. Donc, relativement simple. Next slide, c'est une petite référence, donc on va parler plus loin. Ça rappelle en termes de métriques, ça va rappeler ce qu'on voit avec SNCF Réseau grâce à Olexia. C'est Cinnamon AI, c'est une startup japonaise qui fait des services de machine learning. Alors c'est du natural language processing, c'est aussi un service de voice recognition et qui faisait ça on-prem au départ. Et en juin 2019, ils ont bougé d'on-prem sur le cloud AWS et donc commencé à tourner sur du compute et on-demand au départ. Et le premier step en fait d'optimisation, ça a été le right sizing, de faire le bon sizing des instances
en OD, des instances de P2 et de P3, et aussi de commencer à utiliser SageMaker pour le modèle training. Et ça, le right sizing plus SageMaker pour le modèle training, on a pu économiser 20% sur le training. Et après, le deuxième step, qui est là, voilà, les vrais gains significatifs, c'est quand ils ont commencé à utiliser le Managed Spot Training. Donc, des gains de 70%, qui d'ailleurs rappellent les gains, où j'ai vu, on a noté 71%, nous, chez SNCF, par souci de précision, mais donc 70% chez SNCF de gains de cost savings, mais au-delà des cost savings, qui permet aussi d'accroître le nombre d'entraînements quotidiens. Parce qu'en fait, ça va aussi un peu, on peut en faire moins cher, on peut aussi les faire plus vite. Ça aussi, je pense qu'Alexia va en parler, des gains en performance qui ont été introduits. Et donc, accroître le nombre d'entraînements quotidiens de plus de 40%. Et donc, aujourd'hui, la totalité presque la totalité des jobs de training tourne avec Managed Spot Training. Et le checkpointing qu'ils ont mis en place leur permet de sauvegarder les checkpoints dans S3 en cours d'entraînement. Ils utilisent aussi FSX for Luster. Ça, c'est pour optimiser le temps de chargement des données, pour l'entraînement des modèles. Donc, c'est aussi une façon d'optimiser l'entraînement. Et donc, SageMaker publie les métriques de training vers CloudWatch et les data scientists utilisent ces métriques dans CloudWatch pour le monitoring et pour tuner la performance. Voilà, écoute, merci. Je te redonne la main, Gontran. Ben, je vais passer tout de suite la main à Olexia qui va nous présenter son cas d'utilisation. Pierre-Yves, Émeric, je vous laisse la main. Donc bonjour, donc Émeric Chaise, donc en charge de la présentation de ce jour. Donc on va essayer de vous présenter, Pierre-Yves et moi-même, les enjeux autour du déploiement d'infrastructures globalement SNCF Réseau et plus précisément un cas d'usage sur du machine learning et l'optimisation des coûts et aussi du time to market qui en a découlé. Pierre-Yves, tu t'en sors pour la présentation. Parfait, merci. Donc de mon côté, donc Émeric Chaise, donc en tant que président d'Olexia et expert AWS, je suis en charge d'un certain nombre d'infrastructures et de plateformes côté SNCF Réseau à ce jour, et j'accompagne d'autres clients aussi sur le déploiement d'infrastructures. Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves Bonnefoy, je suis architecte data et cloud, certifié solution architect AWS, et donc je travaille dans les métiers de la data depuis une vingtaine d'années et plus récemment sur l'accompagnement des data scientists vers le passage au cloud. Voilà, très succinctement, nous sommes spécialistes de la donnée, donc on est partenaire cloud exclusif sur AWS et on s'appuie sur un réseau de confiance d'experts et d'indépendants spécialistes, donc aussi bien des data scientists que des gens qui préparent la donnée, qui la transforment, qui la restituent. Donc voilà pour Alexia. Donc petit rappel tout de même, le traitement de la donnée globalement, donc la partie gauche, on est sur simplement de ce qu'on appelle de l'easy data, donc affichage de données sans trop de préparation, jusqu'au smart data complètement à droite sur la partie qui va jusqu'au deep learning, etc. Côté SNCF Réseau, la partie bleue était assez bien maîtrisée, la partie rouge était en très grosse difficulté. Donc ce que disait tout à l'heure Gontran, la partie time to market a clairement été démontrée sur la partie AI machine learning. Puisque grâce à AWS, dans cet écosystème-là, on a pu déployer très rapidement et très efficacement les différents algorithmes qu'il y avait, entre autres le cas d'usage que l'on va vous présenter. Next. Donc voilà, donc pour le contexte SNCF Réseau, je vais faire 2-3 slides quand même pour vous donner un petit peu quelques éléments. Donc on avait un parc historique, historiquement, même il y a quasiment 200 serveurs qu'on a essayé de rationaliser en portant sur AWS avec 60 applications fonctionnelles en production, donc avec un très gros workload, plus de 8000 jobs, je crois, etc. Donc beaucoup de données, et l'objectif, ça a été vraiment de ramener ça sur AWS pour passer un peu plus en streaming, en ramener un peu de modernité, et donc la composante qu'on avait identifiée comme Jupyter Notebook, mais qui en effet SageMaker et le studio d'AWS a permis de répondre à beaucoup d'enjeux qui n'étaient jusque-là pas du tout répondus. Next. Petit aparté, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Il y a eu aussi
on parle d'IA de machine learning et finalement, d'un point de vue sécurité, ce qui ressort, c'est que finalement, ça paraît bête, mais les données qu'on peut en ressortir sont parfois plus confidentielles que les données qui étaient à l'entrée du traitement. Euh, donc, on a eu un vrai travail là-dessus avec la sécurité et les différents acteurs de juridiques. Et aujourd'hui, on a pu trouver un consensus qui permet d'avoir une vraie capacité de traitement sur AWS tout en prenant en compte ces enjeux data et un partage et une autonomie des data scientists qui permet justement, comme le disait tout à l'heure Jean, très simplement de déployer eux-mêmes leur traitement, etc. etc. Voilà, très rapidement, mais c'est plus pour vous donner aussi un petit peu des services AWS qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on a mis en place des systèmes de stockage avec des transformations de données. Vraiment, on a utilisé pas mal de systèmes managés de type RDS pour les bases de données, quelques les éléments de streaming, des outils quand même du marché tels que StreamSet pour essayer de compléter qui sont sur le marketplace pour apporter cette dimension de transformation de données et de CDC, etc. Et ensuite, voilà, on a vraiment ce deuxième écosystème sur la gauche qui est vraiment pour les utilisateurs spécialisés, donc vraiment des data scientists, des personnes qui veulent faire du data crunching, faire des analyses un petit peu avancées. Et on retrouve le système Athena qui a évoqué, je crois, Jean tout à l'heure, qui est un outil de requêtage de données, qui est en fait voilà, une solution du marché qui s'appuie sur le Glue Data Catalog, donc qui référence toutes les données. Et derrière, les data scientists ou d'autres personnes qui veulent faire du reporting un peu avancé avec d'autres outils tels que Power BI aussi, peuvent s'appuyer sur ces systèmes-là. Aujourd'hui, le SageMaker permet de vraiment répondre aux enjeux des data scientists pour vraiment analyser les données. On a une équipe d'une trentaine, 30, 40, ouais, peut-être personnes au total, qui peuvent s'appuyer là-dessus et qui arrivent à lancer leur traitement de manière autonome. Donc voilà pour la partie architecture. Voilà, très succinctement encore, on a un gros travail de fond et surtout l'écosystème qu'il faut avoir conscience, dont il faut avoir conscience et qui fait partie aussi du MLOps et tout ce qui va avec, c'est qu'on a une volonté de faire du CI/CD, donc déploiement continu et intégration voilà. Continuous Integration, Continuous Deployment, donc intégration continue et déploiement continu, automatisé. Et donc un écosystème existe. Il a fallu aussi qu'on reboucle un peu les deux mondes. Et pour ça, on s'est mis un peu en mode DevOps et ça marche plutôt bien pour ces sujets-là aussi. Vas-y Pierre-Yves. Du coup, alors ce que je vais vous présenter là, c'est la démarche qu'on a mis en place à la SNCF autour des activités des data scientists. On s'apercevait qu'en fait, ils faisaient des développements un peu dans leur coin, mais qu'ils n'arrivaient pas à mettre à disposition leurs algorithmes de façon industrielle pour permettre au plus grand nombre en fait de les utiliser. Donc sur la partie gauche du schéma que je vous présente, on peut voir tout ce qui est préparation des données. Donc en fin de compte, on a des équipes qui travaillent sur la préparation des données, qui les mettent à disposition sur des buckets S3. Et donc via Amazon, on peut exposer ça au data scientist. Le data scientist ensuite va avoir des itérations de développement pour croiser les données de toutes sources et de tout type et pour affiner leur algorithme. Mais au moment où en fait l'algorithme est entraîné, où on a un modèle qui est diffusable, à ce moment-là, on cherchait une façon de pouvoir exposer ça sur un front web pour que tout un chacun puisse se connecter et avec ses propres paramètres utiliser l'algorithme et récupérer les résultats dont il a besoin. À ce moment-là, en fait, on a développé une application, un front Angular en fait, qui se connecte sur l'ensemble des systèmes qu'on a mis en place par ailleurs et qui permet de déployer des Docker qui exécutent en fait les différents algorithmes. Et l'ensemble est complètement inscrit dans l'environnement AWS puisqu'on est capable de déployer aujourd'hui des algorithmes sur du SageMaker, sur de l'ECS ou même de l'EKS ou de la Lambda. Voilà. Ce qu'on a amené aux data scientists avec cette méthode-là, c'est justement toute cette industrialisation et ce suivi de publication des algorithmes, puisque la plupart développaient des algorithmes sur un coin de bureau et l'exécutaient à la demande. Donc en fin de compte, on les a ramenés sur leur métier là où ils sont
vraiment pertinent plutôt que d'exécuter des algorithmes. Voilà. Donc là, je vais vous présenter un cas d'usage qu'on a mené au niveau de la SNCF. Donc on se situe entre le machine learning et le deep learning. On est sur un projet de maintenance prédictive. Donc en fin de compte, on utilise des réseaux neuronaux pour analyser des défauts sur des photos. On imagine une locomotive qui circule sur les rails et qui prend des photos des rails. Et en fin de compte, le but du jeu, c'est que sur ces photos-là, il faut trouver les anomalies. Et ensuite, avec les anomalies détectées, on missionne en fait une équipe de maintenance pour qu'ils viennent réparer. Tout ce travail prend un temps énorme puisque les images sans cette méthode-là sont analysées par des humains. Et pour le coup, le but du jeu, c'est de réduire vraiment les délais. Donc on a déployé un code qui avait été développé par des universitaires il y a 2-3 ans. Et en une dizaine de jours seulement, on a réussi à commencer à faire des entraînements directement sur les environnements SageMaker. Donc pour expliquer un peu comment ça se fonctionne, on a des photos de ce type-là qui contiennent certaines anomalies, donc des ruptures de rails, des soudures qui manquent, des écrous qui manquent, des tresses ou des ruptures d'éclisses. Donc en fin de compte, on a entraîné un système à analyser les différentes anomalies sur toutes ces photos et il peut identifier une à n anomalies. En fin de compte, on fait un réseau neuronal qui permet d'analyser plusieurs fois la même image et en fin de compte, si au moins une anomalie remonte, la photo part en défaut et pour le coup est analysée par un opérateur. Ça permet de réduire de 90% le nombre de faux défauts remontés à l'opérateur, ce qui est très intéressant. Donc voilà, j'explique le réseau neuronal. Donc en fin de compte, on fait des analyses de rapprochement dans l'image pour détecter les différents défauts et ensuite on fait un modèle de fusion pour ramener pour scinder les anomalies détectées. Donc ce qui est très intéressant avec tout ça, si on fait le bilan de ce projet-là, on a en une dizaine de jours, on a eu la capacité de faire nos traitements sur des serveurs de dernière génération. Ils étaient en train, côté SNCF, d'imaginer le provisionnement de serveurs très coûteux. Et en fin de compte, amener AWS nous a permis d'aller très très vite au résultat. Les universitaires à l'époque faisaient tourner un code en 3 jours sur 8 serveurs en batterie. Le premier entraînement que j'ai pu réaliser sur AWS a duré uniquement 10 heures. Donc on a des gains en temps de développement puisqu'on peut utiliser des librairies natives toutes prêtes. L'entraînement de 10 heures, il coûte $40 puisqu'on utilisait une machine sur la zone irlandaise, une machine P3 qui est à $4 de l'heure. Néanmoins, on a réussi à avoir des réductions très importantes grâce à la technologie Spot et sans avoir d'attente puisque en fait finalement Spot est quasiment tout le temps disponible. J'ai très peu connu depuis 1 an de moments où j'ai été décommissionné, où j'ai eu à attendre le provisionnement des machines. Donc c'est très très intéressant. L'ensemble est pilotable à distance, donc on a mis à disposition des data scientists des notebooks avec lesquels ils pouvaient directement lancer les estimators. Ce qui fait qu'en fait, ils avaient un environnement de développement très peu coûteux, avec 2 vCPU et 4 Go de RAM, et ils pouvaient piloter avec cet environnement-là des machines qui sont uniquement payables à l'utilisation. La mise en place a été rapide, le démarrage des premiers développements peuvent être, alors sur les nouveaux projets qu'on a en ce moment, on est capable de déployer très rapidement des environnements pour les data scientists, on a des cursus de formation pour les habituer à l'utilisation de l'environnement. Et on utilise de plus en plus toutes les librairies SageMaker qui sont déjà pré-packagées. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le projet initial
il y avait un volet monitoring qui était prévu en développement et il a été complètement abandonné puisque l'environnement SageMaker le proposait nativement avec CloudWatch. Mon dernier slide, c'est une description plutôt du rôle du data architecte, puisqu'aujourd'hui, sur les différents projets qu'on a pu mener, on a vu que c'était souvent le différenciant. Puisque le data scientist a vraiment une impétence scientifique, il fait ses développements, ses algorithmes, etc. Mais on voit très bien que dès qu'il faut passer sur un mode plutôt industriel ou avoir une certaine facilité sur l'exécution du code, sur du packaging, quelqu'un qui a une impétence plus informatique, c'est très intéressant. Et ça fait gagner énormément de temps. On a vu des situations où 2-3 data scientists cherchaient une réponse à une question sur un bout de code ou sur le déploiement d'une fonction. Et en fin de compte, l'intervention du data architecte permettait justement d'aller beaucoup plus vite. J'arrive au bout de ma présentation, je crois. Émeric, tu veux rajouter des choses? Oui, donc par rapport à toute la présentation que vous avez vue, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on était dans un écosystème où les data scientists étaient avec des ordinateurs sous des bureaux. On n'était pas du tout dans un système industriel. Ils étaient incapables d'avoir des plateformes. Ils se battaient pour en avoir. Ils devaient chaque fois étaient en limite de compétences car pas trop accompagnés, etc. Quand on a commencé à mettre en place les plateformes AWS, le time to market a clairement été amélioré, ce qui fait que ils ont pu déployer leurs algorithmes, ça a pu fonctionner, hein, il y a eu une vraie satisfaction globalement. Et aujourd'hui, donc ils ont des puissances de calcul à disposition quand ils le souhaitent. Ils sont autonomes pour les déployer, pour les lancer. Avec les optimisations spot, on n'a pas peur d'avoir des dépassements de coûts aujourd'hui, puisqu'on est sur des coûts qui sont, je dirais, dérisoires par rapport au coût d'acquisition d'une grosse machine, d'installation, de paramétrage de cette machine et tout ce qui va avec. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ils sont sur une situation qui sont très satisfaisantes pour eux, sans compter, bien entendu, hein, puisque quand vous avez vu la présentation de Gontran tout à l'heure, il y a un pléthore de services pré-paramétrés qui permettent justement de répondre, d'aller plus loin, sans compter toutes les composantes de Docker, de containerisation qui sont en plus disponibles et qui permettent justement de répondre aux besoins et de même pouvoir faire des choses qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. Voilà. On a beaucoup de nouveaux projets. Hein. Le projet a eu lieu donc en fin 2019. On a migré donc les 60 applications historiques en à peu près une année. Et pendant ce temps-là, on a commencé à déployer les premiers algorithmes, donc dont celui qu'on voit là, et beaucoup d'autres, ce qui fait que aujourd'hui les data scientists sont autonomes et ils peuvent utiliser tout le workload avec un coût maîtrisé. Il y a quelques questions. Alors, j'ai vu, donc je ne sais pas si Pierre-Yves, tu peux répondre éventuellement. Comment tester la création de l'image Docker avant de lancer un training? Comment tester la création de l'image Docker avant de lancer un training? Tout simplement, en fait, quand on lance un estimateur, on peut choisir de le lancer sur une machine distante, donc une des grosses machines GPU qu'on peut avoir à notre disposition dans AWS, mais aussi on peut le lancer en local sur le notebook. Ce qui fait qu'on va avoir très très vite des résultats et en fin de compte, on va pouvoir faire des itérations de debug. L'autre solution aussi, c'est l'utilisation du processing. C'est une nouvelle fonction dans SageMaker. En fin de compte, on peut exécuter un code qui est directement dans le notebook sans avoir à pousser du Docker. Donc là, on est encore plus rapidement en debug puisque le code est directement tapé dans le SageMaker Notebook. Et en appuyant sur un bouton, on peut avoir accès à une grosse machine et qui déploie le code sans avoir à rebuilder un Docker. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est très clair pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que c'est pas cher, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SageMaker Training, hein, c'est le Spot Training, c'est le composant principal sur lequel on s'appuie. C'est un composant où on va lui fournir les éléments à l'entrée et le paramétrage nécessaire, l'image Docker qu'il doit utiliser, et après, on clique sur un bouton et il fait tout seul. C'est-à-dire qu'il va prendre l'image,
il va faire les itérations qu'il faut. Si on lui a dit qu'il fallait faire la parallélisation et qu'il est capable de le traiter, l'algorithme, il le fera et il s'arrêtera tout seul à la fin. Et pendant toute cette période-là, il pourra s'appuyer sur des machines en, en spot, spot instance, ce qui fait qu'il aura des coûts qui seront maîtrisés et peu chers. Et ce qui fait que après, si c'est des traitements qui durent 1 ou 2 heures, bon vous pouvez presque rester devant votre ordinateur. Si ça prend 24, 36 heures, etc., vous le lancez, il s'arrêtera tout seul et vous n'avez pas de crainte que ça ne réponde pas ou que ça vous continue à vous coûter parce que la machine est allumée ou je ne sais quoi. On n'est pas du tout dans une mécanique comme ça, c'est on lance et ça s'arrête tout seul et en utilisant une puissance de calcul qui est maîtrisée puisque c'est du spot instance, donc 70% du prix d'acquisition normale avec, comme disait Pierre-Yves, des délais d'attente plutôt réduits aujourd'hui puisque on n'a pratiquement jamais été arrêté en cours de traitement. Voilà, jusque-là. Ok. L'option processing. Je vais trouver ça. Jean. Ouais, je vais trouver ça. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai pas trop répondu à la partie SageMaker Studio, dans le debug dans SageMaker Studio, mais après on est plutôt dans un notebook classique, donc il n'y a pas de différence particulière ou autre chose. Vous ne serez pas perdu dans l'écosystème AWS. Vous retrouverez des choses que vous avez l'habitude de voir, et c'est quand même assez très documenté. Ouais, tout à fait. J'étais en train de regarder là, et en fait, c'est vrai que la doc est plutôt sur le feature dans SageMaker, le feature debugger dans SageMaker, et je regardais finalement si c'était bien documenté aussi dans Studio, mais ça a l'air d'être le même, c'est la même fonctionnalité, c'est juste que l'accès est un peu différent, c'est tout. Mais dans les deux cas, c'est disponible. Alors, de notre côté, vous demandez pourquoi nous on a utilisé un notebook plutôt qu'un IDE. Alors, il y a deux choses à voir. C'est que déjà, nous, on est sur le SageMaker Notebook, puisque quand on a lancé les projets, donc c'était même fin 2019, voilà, le studio n'était pas encore trop sorti. Donc, on a commencé sur des notebooks, enfin, sortis en France en tout cas, puisque on essaie d'être en France, même si on est en Irlande pour les GPU. Mais sinon, on est principalement sur la partie France. Et au final, les data scientists, ils peuvent pas, ils n'ont pas nécessairement les droits d'installer des logiciels sur leur poste, ils n'ont jamais les bonnes librairies. On est sur des postes qui sont très verrouillés avec beaucoup de contraintes. Donc l'intérêt d'avoir un poste déporté notebook, déjà, c'est très intéressant pour eux. Le deuxième intérêt, c'est la puissance de calcul, c'est que ils peuvent faire un Excel d'un côté, et de l'autre côté, ils peuvent avoir leur notebook qui est déployé tranquillement. Et après, ils peuvent lancer le training dans la foulée sans difficulté. L'objectif qu'on a eu toujours, c'est de considérer le notebook comme un espace de travail. Il n'est pas trop dimensionné. Je crois qu'il y a 1 ou 2 CPU maximum avec peut-être 4 Go de RAM et 10 ou 50 gigas de stockage maximum, puisque ça reste un espace de travail simple. Il s'arrête tout seul au bout d'une demi-heure d'inactivité. Donc les data scientists peuvent même aller prendre leur café tranquillement et oublier de revenir. Il n'y a pas de problème, la machine s'arrête toute seule, etc. Et ce qui fait qu'ils sont vraiment sur une maîtrise de coût, sont confiance. Et s'ils sont pas sur leur poste de travail classique, puisque ça peut arriver en mobilité aujourd'hui, au moins ils retrouvent à chaque fois leur écosystème. Et on les a organisés plutôt par projet ou par personne, suivant les cas d'usage. Sachant que le gros des données est bien stocké sur un S3, donc un système de stockage au format objet. Toutes les données en entrée qu'ils ont, potentiellement là dans le cas de Sierra, c'est des photos. On est principalement sur du S3. Alors je crois qu'on est sur l'intelligent tiering, mais je suis pas sûr. Et sur la reste, on est donc du Athena qui est un stockage masqué derrière du S3, on va dire, mais qui pareil a des coûts très faibles. On a 70 Tera de données à peu près qui nous prennent que 1 Tera 5 parce que c'est du format parquet archivé, etc. Donc voilà, ils ont vraiment un écosystème très riche et pour un coût plutôt faible aujourd'hui. Est-ce qu'on a bien répondu à la question pour le notebook versus IDE? Oui, il y a ce qu'on appelle la lifecycle. Alors pardon, vous avez configuré les instances pour qu'elles s'arrêtent automatiquement. Oui, on a la possibilité, en fait, c'est
C'est un paramétrage natif d'AWS qui s'appelle le Lifecycle Management. Donc c'est le cycle de vie des notebooks et qui font qu'on peut à chaque démarrage, en fait, elle lance un script et il y a un script qui est fourni par AWS de base qui permet de faire ce type d'action qui, si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, alors elle s'arrête toute seule. Voilà. On peut faire d'autres choses. On peut faire, si vous avez des configurations particulières que vous souhaitez faire systématiquement et pour tout le monde, bah, vous avez juste à les mettre dedans et c'est bon. On a utilisé ça aussi, nous, pour faire des backups des machines dans S3. Donc c'est très intéressant puisque à l'extinction de la machine, avant qu'elle s'arrête, en fait, l'ensemble du code est zippé et poussé dans S3 pour sauvegarde. Donc on a toujours une sauvegarde assez récente de toutes les machines avec ça. Voilà, on est en train de regarder pour le coupler avec le Git aussi. On avait quelques sujets réseau, etc. Parce que l'infrastructure est extrêmement riche. Mais voilà, on continue à avancer puisque il y a des enjeux, il y a des besoins, comme le présentait Pierre-Yves tout à l'heure. On a pu pour certaines parties, je dirais, aller très loin. Pour d'autres, on est encore un peu plus limité, donc on essaie d'uniformiser un peu tout ça. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup, merci Alexa, votre présentation était super intéressante. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions ou sinon on va arrêter ce webinaire d'ici quelques secondes. On attend encore. Très bien, bah, écoutez, merci à tous pour votre participation. Vous allez recevoir normalement un mail avec un questionnaire de satisfaction, donc merci d'y répondre. Comme ça, on peut toujours améliorer ces webinaires. Hop. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Gontran, merci à tous, merci Pierre, merci Mike. Ciao, ciao. Merci, au revoir.